Je m'appelle Camille Laurent. J'ai 28 ans. Et la nuit où ma famille s'est moquée de mon invention a été celle où quelque chose a définitivement changé en moi. C'est la nuit où j'ai arrêté de courir après l'approbation de personnes qui ne m'accordaient de la valeur que lorsque je restais suffisamment insignifiante pour les divertir. J'avais invité tout le monde à dîner dans mon petit appartement parisien car, pour la première fois, je croyais vraiment être prête à leur montrer ce que je construisais en secret. Pendant près de 2 ans, j'avais investi mes soirées, mes week-ends, mes économies, mon énergie et ma fierté dans un produit qui, j'en étais convaincu, pouvait véritablement aider les gens. Il trônait sur le plan de travail de ma cuisine sous un torchon blanc immaculé, compact et silencieux, pas assez tape à accent grave-l'œil pour impressionner les personnes superficielles au premier coup d'œil, mais assez puissant pour changer ma vie s'il fonctionnait comme je savais qu'il le pouvait. Je me souviens encore de l'odeur du poulet rôti du dimanche au thym et à l'ail, du doux tintement des fourchettes contre les assiettes, du léger bavardage familial qui remplissait la pièce avant que tout ne devienne glacial. Il y a quelque chose de cruel quand les espaces domestiques chaleureux deviennent le théâtre d'une humiliation. Cela ancre le souvenir encore plus profondément. Puis, ma grande sœur, Chloé, s'est adossée à sa chaise, a jeté un coup d'œil à l'appareil recouvert et a affiché ce petit sourire narquois qu'elle arborait toujours quand elle pensait être sur le point de me remettre à ma place. Ton gadget est une blague. Personne n'achètera ça. Tu ferais mieux de t'en tenir à ton CDI de bureau, petite sœur. Toute la table a éclaté de rire. Pas le genre de rire que les gens utilisent quand ils sont mal à l'aise. Pas celui destiné à adoucir un moment difficile. C'était un vrai rire. Un rire insouciant, ravi et humiliant. Le genre de rire qui vous indique que tout le monde dans la pièce a silencieusement convenu que votre rêve est ridicule. Je l'ai senti frapper ma peau comme une bouffée de chaleur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas lancé dans un discours sur les besoins du marché européen, l'innovation ou les mois que j'avais passés à tester, échouer et reconstruire dans mon salon. Je suis juste resté là, une main appuyée sur le plan de travail, et j'ai laissé l'instant me brûler de l'intérieur. Parce que certaines insultes ne se contentent pas de vous blesser, elles vous marquent au fer rouge. Et une fois que quelque chose vous marque assez profondément, cela peut devenir un carburant. Là, dans ma propre salle à manger, pendant que les personnes censées me connaître le mieux riaient comme si j'étais la chute d'une mauvaise blague, j'ai fait une promesse que personne d'autre ne pouvait entendre. Je ferai en sorte que chaque personne assise à cette table se souvienne de cette nuit. Je ferai en sorte qu'il regrette la facilité avec laquelle il m'avait rejeté. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez cette vidéo. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai lavé les assiettes en silence, rangé les restes dans des boîtes Tupperware que je regardais à peine, et essuyé le comptoir encore et encore, même après qu'il soit devenu impeccable. Et repassé chaque seconde de ce dîner jusqu'à ce que les mots de ma sœur me semblent gravés à l'intérieur de mon crâne. Une blague. Personne n'achètera ça. Tiens-t'en à ton CDI. Au début, ces mots faisaient mal comme une humiliation, mais vers 3 heures du matin, ils ont commencé à résonner différemment. Plus comme des insultes, mais comme des ordres. Construis plus vite, travaille plus dur, gagne si totalement qu'ils n'oseront plus jamais rire. Mon invention était un système compact de surveillance pour animaux de compagnie, conçu pour suivre les modèles subtils de stress, de température, d'hydratation et de comportement avant même que le propriétaire moyen ne puisse se rendre compte que quelque chose n'allait pas. La plupart des Français aiment profondément leurs animaux, mais l'amour seul ne permet pas toujours de détecter le danger à temps. Je voulais créer quelque chose qui comblerait discrètement cette lacune. Quelque chose d'assez petit pour les foyers parisiens souvent exigus, d'assez pratique pour devenir une routine, et d'assez intelligent pour capter ce que l'observation humaine manque souvent. Ce n'était pas le genre d'invention que les gens superficiels comprendraient instantanément. Ce n'était pas une technologie tape à accent grave-l'œil destinée à impressionner lors des soirées mondaines. C'était réfléchi, utile et conçu pour résoudre un vrai problème. En d'autres termes, c'était exactement le genre de choses que ma famille ignorerait jusqu'à ce que quelqu'un de plus riche leur dise que c'était important. Au lever du soleil, mon petit appartement sous les toits s'était transformé en salle de crise. J'ai couvert les murs de post-it, révisé des schémas, sorti d'anciens journaux de test de mes dossiers et étalé des composants sur toutes les surfaces disponibles. Des tableaux blancs étaient appuyés contre les chaises. Des pièces de capteurs reposaient à côté de tasses de café froid. Des carnets ouverts encombraient le parquet.
Même mon chat semblait offensé par le désordre, se faufilant entre les fils et les batteries comme un minuscule propriétaire ennuyé vérifiant l'état de son locataire défaillant. Mais je m'en fichais. Je n'essayais plus d'avoir l'air équilibré. J'essayais de terminer. Une semaine plus tard, après m'être forcé à admettre que j'avais besoin d'aide si je voulais avancer assez vite, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance pour me mettre au défi sans y prendre un malin plaisir. Il s'appelait Julien Moreau, et je le connaissais depuis nos années d'école d'ingénieur à Lyon. Il était l'une des rares personnes que j'ai jamais rencontrées dont l'intelligence n'avait pas besoin d'être mise en scène. Nous nous sommes retrouvés à la terrasse d'un café parisien et je lui ai donné la version courte. Ma famille s'était moquée de l'invention. Le prototype présentait encore des problèmes d'instabilité majeurs. Le timing sur le marché européen était bon et j'avais besoin de quelqu'un d'assez brillant pour m'aider à franchir la ligne d'arrivée avant que le doute ne me rattrape. Il n'a pas dit oui tout de suite, ce qui était exactement la raison pour laquelle je lui faisais confiance. Au lieu de ça, il a posé des questions. Des questions difficiles. Les coûts de fabrication, la stabilité dans le temps, la fiabilité des capteurs, les faux positifs, la fidélisation des consommateurs, l'exposition des brevets, la scalabilité. Sa voix est restée posée tandis que la mienne devenait plus tranchante sous la pression. Et quand je m'en suis rendu compte, j'avais cessé de me sentir gêné. J'étais trop occupé à défendre l'idée. Finalement, il s'est adossé à sa chaise de bistrot et a dit « D'accord, donc ce n'est pas une blague. C'est juste inachevé. » Cette phrase m'a stabilisé bien plus que n'importe quel réconfort aurait pu le faire. Le lendemain matin, nous nous sommes mis au travail. Pendant près de 2 semaines, ma vie est devenue du code, des soudures, des calibrages, des tests de batterie, des révisions du boîtier du prototype, des échecs de données en direct et une panique contrôlée déguisée en productivité. Nous avons travaillé en sautant des repas, malgré les migraines, malgré ce genre de fatigue qui rend la réalité floue sur les bords. Et parfois, dans les pires moments, je me surprenais à imaginer l'avenir par flash. Ma sœur voyant mon nom dans un grand article des Échos. Des cadres dirigeants se battant pour acheter le produit dont elle s'était moquée. Son expression quand elle réaliserait que la blague de mon dîner était devenue la chose que tout le monde voulait soudainement. Ce fantasme n'était ni doux ni noble. Il était laid. Il était personnel. Il était efficace. Parce que la vengeance ne commence pas toujours par des cris. Parfois, elle commence par la discipline. Parfois, elle commence par le refus de laisser l'humiliation rester une humiliation. Parfois, elle commence par une femme dans un vieux pull délavé, debout pieds nus dans un appartement en désordre à 2 heures du matin. Décidant que le fait d'être sous-estimé n'est plus une blessure. C'est un avantage. Et chaque nuit, avant de m'autoriser à dormir les quelques heures que je pouvais m'accorder, je me posais une seule question. Jusqu'où étais-je prête à aller pour faire regretter à ceux qui s'étaient moqués de moi de l'avoir fait? À la fin de la 2e semaine, je connaissais la réponse, assez loin pour que des excuses ne suffisent jamais à effacer ça. La pression change tout. La nourriture cesse d'être un plaisir pour devenir un simple carburant. Le temps ne vous appartient plus. Même le silence commence à sembler accusateur. Julien et moi étions à moins d'une semaine d'une démonstration privée devant une salle remplie de personnes liées à des fonds de capital risque parisiens et des acheteurs stratégiques. Et cette réunion était la première vraie porte qui comptait. Si nous les impressionnions, le produit cesserait d'être une obsession privée pour devenir une opportunité légitime. Si nous échouions, alors le rire de ma sœur se transformerait en prophétie, et je refusais de vivre dans une version de la réalité qu'elle avait prédite pour moi. Plus nous approchions du jour de la démonstration, plus le prototype semblait mal se comporter. Instabilité de la batterie, décalage des données, relevés incohérents, réinitialisations aléatoires. Une version surchauffait, une autre livrait des absurdités propres et magnifiques. Chaque fois que nous résolvions un problème, un autre surgissait juste en dessous. Ce n'était pas dramatique d'une manière glamour. C'était fastidieux, implacable, épuisant, le genre de lutte qui use votre confiance, non pas avec une seule catastrophe, mais avec de petites humiliations répétées. Un jeudi à 2 heures du matin, le système a échoué si totalement que l'écran de test est devenu noir et l'est resté. Julien l'a fixé en silence. Je l'ai fixé. Finalement, il a dit très doucement que nous allions peut-être devoir reporter. J'ai ri une fois, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Reporter pourquoi? Ai-je demandé.
Pour que je puisse appeler ma famille et leur dire qu'ils avaient raison, avec juste un peu d'avance sur le planning. Il s'est frotté le visage à deux mains, disant que ce n'était pas une question de fierté. C'est exactement une question de fierté, ai-je rétorqué. Il s'agit de chaque personne qui m'a regardé comme si j'étais mignonne d'avoir essayé. Il s'agit de ce qui se passe si je les laisse garder cette version de moi. Il n'a pas argumenté après ça. Il s'est rassis, a rouvert la séquence de diagnostic et a continué à travailler. C'était l'une des choses que je respectais le plus chez lui. Il savait quand la logique avait pris fin et que la volonté avait pris le relais. Et au lieu de faire la morale à ce sujet, il s'adaptait au nouveau terrain. Vers 3h15, épuisée et furieuse, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai trouvé une courte vidéo du dîner de famille. J'avais enregistré quelques secondes ce soir-là parce que je voulais de brèves images du prototype sur la table avant de le dévoiler. Au lieu de cela, ce que j'avais capturé, c'était le sourire en coin de ma sœur, son insulte exacte et l'éclat de rire qui avait suivi. Je l'ai regardé une fois, puis deux, puis je la lui ai envoyé avec une seule phrase en dessous. Garde ça. Tu voudras te souvenir de ce que tu as dit avant que les chiffres ne tombent. Elle n'a pas répondu tout de suite. 10 minutes plus tard, la vidéo s'affichait comme vue. 2 minutes après ça, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Puis encore, puis encore. J'ai ignoré chaque appel. Julien a jeté un coup d'œil et a demandé ce que j'avais fait. Je n'ai pas détourné le regard de l'établi. J'ai déclenché un compte à rebours, ai-je dit, pour elle. Quelque chose a changé après ça. Peut-être était-ce de la rage purifiée par l'épuisement. Peut-être était-ce le soulagement de ne plus prétendre qu'il s'agissait simplement d'innovation. Nous avons arrêté d'essayer de sauver la version surchargée du prototype et avons reconstruit la démonstration de base autour de la seule fonction la plus solide au lieu de cette promesse instable. Nous l'avons dépouillée, simplifié la logique du système, isolé la séquence d'alerte la plus fiable, et recadré le discours sur une détection précoce significative au lieu d'essayer de prouver tout l'avenir de l'entreprise dans une seule pièce. C'était plus épuré, plus intelligent, plus honnête. C'était aussi beaucoup plus dangereux car maintenant cela pouvait réellement fonctionner au moment crucial. À 5h40 du matin, le système s'est stabilisé pour un cycle de test complet. Puis un autre, puis un troisième. Julien a laissé échapper un lent soupir qui ressemblait à de la survie. Je suis juste resté là, fixant l'écran, trop fatigué pour célébrer et trop têtu pour m'effondrer. Pour la première fois depuis ce dîner de famille, je n'imaginais plus ma sœur en train de rire. Je l'imaginais incapable de parler. Cette image me faisait plus de bien. Le silence est ce qui arrive quand le mépris perd son équilibre. La veille de la démonstration, elle a finalement répondu par message. Tu prends ça beaucoup trop personnellement. J'ai fixé le message un instant, puis j'ai souri. C'est toujours la réplique que les gens utilisent quand ils ont blessé quelqu'un et qu'ils n'aiment pas l'ampleur des conséquences qui se préparent en retour. Je n'ai répondu qu'une seule phrase. Non, je finis juste ce que tu as commencé. La démonstration a eu lieu dans un espace événementiel privé ultramoderne au cœur de Paris, où tout semblait cher, soigneusement sélectionné et vaguement temporaire. Comme si le succès lui-même avait été mis en scène pour une séance photo. Des murs en verre, un éclairage contrôlé, des meubles doux et neutres, le genre de pièce où les gens posent des questions pointues à voix basse et décident de votre avenir en souriant poliment. Julien portait la mallette du prototype comme si elle contenait un explosif amorcé, ce qui, sur le plan émotionnel, était le cas. Un seul échec public dans cette pièce, et des mois de travail s'effondreraient dans l'embarras. Une seule performance solide et tout commencerait à aller trop vite pour que le doute puisse nous rattraper. Je portais un blazer sombre, des talons bas et l'expression que j'utilise quand je sais que je suis sur le point de forcer les gens à mettre à jour leur perception de moi. Je n'avais pas invité ma famille. Je ne voulais pas de spectateurs. Mais à mi-chemin de l'installation, je me suis tourné vers la dernière rangée et je me suis figé. Chloé était là. Posture calme, manteau de créateur, ce même léger haussement de menton qui la suivait depuis l'enfance chaque fois qu'elle avait besoin de rappeler à une assemblée qu'elle s'estimait supérieure. Pendant une demi-seconde, quelque chose d'ancien et de réflexe a surgi en moi. L'envie de me crisper, de me défendre à l'avance, de me préparer au ridicule avant qu'il ne frappe. Puis cela a disparu. Tant mieux, ai-je pensé. Laisse-la regarder. Laisse-la s'asseoir sagement et voir exactement ce qu'elle a aidé à créer.
Quand notre tour est venu, je suis entré dans la lumière et j'ai présenté le produit sans trembler. J'ai parlé clairement, sans théâtralité. J'ai expliqué le décalage entre l'amour que les gens portent à leurs animaux et le peu de signes avant-coureurs qu'ils perçoivent souvent avant que quelque chose ne tourne mal. J'ai décrit les marqueurs de stress, les changements de comportement, les écarts de température, les indicateurs précoces que les propriétaires manquent, non pas par manque d'attention, mais parce qu'ils ne sont pas formés pour interpréter des changements subtils. J'ai expliqué comment l'appareil s'intégrait dans la vie quotidienne. J'ai expliqué ce qui le rendait pratique. J'ai expliqué ce qui faisait sa valeur. Au début, la salle est restée sur la réserve. Quelques visages demeuraient poliment indéchiffrables. Puis les questions se sont précisées, et j'ai su que nous les tenions. Le véritable intérêt a rarement l'air chaleureux au début. Il a l'air concentré. Il a l'air sceptique, mais de manière utile. Il ressemble à des gens en train de recalculer mentalement. Ensuite, je suis passé à la démonstration en direct. Pendant 30 secondes, tout a fonctionné à merveille. Un flux propre, un tableau de bord stable, une interface réactive. Puis l'écran s'est figé. Le tableau de bord s'est bloqué. Un éclair de froid fulgurant a traversé ma poitrine si vite qu'il semblait à peine physique. J'ai entendu quelqu'un bouger sur son siège. J'ai vu Julien faire un mouvement du coin de l'œil. Et dans la dernière rangée, j'ai vu Chloé regarder avec un visage qu'elle pensait probablement neutre. Mais je connaissais cette expression. C'était de l'anticipation. Elle voulait l'effondrement. Non pas parce que mon succès lui nuisait directement à cet instant précis, mais parce que l'échec restaurerait la hiérarchie sur laquelle elle s'était toujours reposée. Cela me remettrait dans cette petite place qu'elle préférait me voir occuper. Et soudain, chaque humiliation que j'avais ravalée s'est réorganisée pour me redonner de la clarté. Je n'ai pas paniqué. Je me suis approché de l'appareil, j'ai réinitialisé manuellement la séquence et je me suis adressé à la salle avant que quiconque ne puisse définir ce moment à ma place. Si vous construisez quelque chose de réel, ai-je dit, vous le construisez à travers l'échec en public et la correction sous pression. Alors, laissez-moi vous montrer la partie qui compte. Non pas la perfection, mais le rétablissement. Ça m'a fait gagner du temps. 12 secondes, peut-être moins. Assez. Le flux est revenu. Les données se sont réaffichées. Le modèle d'alerte s'est déclenché exactement là où il le fallait. L'un des acheteurs stratégiques s'est penché en avant. Un autre a complètement arrêté de prendre des notes. L'énergie dans la pièce a changé de façon subtile mais indéniable. Pas du soulagement. De l'intérêt. Un intérêt sérieux. J'ai terminé plus fort que je n'avais commencé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu jusqu'à ce que je voie Chloé assise là, attendant que je craque. J'ai souri et j'ai dit, ce produit est dédié à tous ceux à qui l'on a un jour dit que leur idée était trop étrange, trop petite ou trop stupide pour avoir de l'importance. Parfois, la blague n'est pas l'invention. Parfois, la blague est la personne assez arrogante pour la rejeter avant que le monde n'ait la chance de répondre. Personne dans cette pièce ne connaissait toute l'histoire. Chloé, si. Son visage a changé juste assez pour que je le remarque. Pas de l'indignation, pas de l'embarras, quelque chose de plus silencieux et de plus dévastateur. La première fissure visible dans sa certitude. Quand la session s'est terminée, les gens nous ont immédiatement approchés. Audit de suivi, question de licence, positionnement concurrentiel, déploiement, potentiel, structure d'acquisition. Les investisseurs et les acheteurs ne s'agglutinent pas autour de quelque chose parce qu'ils l'admirent. Ils s'agglutinent parce qu'ils flairent l'opportunité. Et dans cette pièce, pour la première fois de ma vie, l'opportunité, c'était moi. En m'éloignant de l'estrade, je ne me suis pas senti vengé. La vengeance aurait été un mot trop faible. Je me suis senti aiguisé, car le succès privé est satisfaisant. Mais le succès public devant la personne qui a ri de vous est tout à fait autre chose. Cela modifie votre chimie interne. Cela vous apprend comment l'humiliation peut être stockée, compressée et renvoyée avec précision. Et quand j'ai vu Chloé attendre près de l'entrée en verre comme si elle avait le droit de m'intercepter, j'ai su que la version facile de cette histoire était terminée. Elle m'a coincé dehors avant même que Julien n'ait fini de ranger le matériel. De près, Chloé avait toujours l'air apprêtée, mais c'était maintenant le genre de vernis que les gens portent quand ils essaient d'empêcher les fissures visibles de s'étendre. Eh bien, a-t-elle dit en croisant les bras.
C'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Je lui ai ri au nez. Pas bruyamment, juste assez pour lui faire entendre à quel point cette phrase ne m'impressionnait pas. Mieux que ce à quoi tu t'attendais, ai-je répété. Quelle générosité de ta part. Sa mâchoire s'est crispée presque instantanément. Ne fais pas ça, a-t-elle lancé. Faire quoi? Ai-je demandé. Ce petit numéro suffisant, je suis venu ici pour te soutenir. Non, ai-je répondu, tu es venu ici pour voir si tu devais continuer à rire. Elle a jeté un coup d'œil vers la salle, puis de nouveau vers moi. Tu exploites vraiment à fond un seul commentaire de dîner. Cette phrase a été la goutte d'eau. La patience qu'il me restait s'est brisée net en deux. Je me suis approché, j'ai baissé la voix et je me suis assuré qu'elle entende chaque mot. Tu n'as pas fait un seul commentaire de dîner. Tu as fait ce que tu fais toujours. Tu as pris la chose qui comptait le plus pour moi, tu l'as traînée au centre de la pièce et tu as appris à tous les autres comment la traiter. C'est ça ton talent, Chloé. Ni l'honnêteté, ni l'humour, mais l'autorisation sociale. Tu insultes et ensuite tu fais l'étonner quand les dégâts durent plus longtemps que ta phrase. Pour la première fois, un véritable malaise a traversé son visage. Pas de l'agacement, pas de la supériorité, mais du calcul. Camille, a-t-elle dit prudemment. Tu en fais un drame. Vraiment? J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai tourné l'écran vers elle. C'était un échange de mails que j'avais reçu quelques minutes plus tôt. L'une des personnes dans la salle avait reconnu son nom. Chloé travaillait dans la stratégie de marque pour une entreprise française de technologie pour animaux de compagnie qui avait récemment échoué à se positionner de manière décisive sur un marché adjacent à celui que mon produit menaçait maintenant de définir. Lors de la discussion après la démonstration, quelqu'un a fait le lien. Puis quelqu'un d'autre a posé des questions. Ensuite, le contexte a commencé à circuler. Et une fois que le contexte commence à circuler parmi des gens qui ont de l'argent et de l'ego, cela s'arrête rarement poliment. Pire encore, quelqu'un avait apparemment vu la vidéo du dîner que j'avais envoyée en privé à Chloé et l'avait transférée à un cadre qui la connaissait professionnellement. Pourquoi? Parce que les gens de pouvoir adorent les détails utiles, surtout les détails laids, surtout ceux qui révèlent l'arrogance, les angles morts internes et le visage humain exact attaché à un échec stratégique. Elle a lu le mail une fois, puis une deuxième fois. La couleur a quitté son visage si vite que c'en était presque théâtral. Qui a envoyé ça? A-t-elle chuchoté. Est-ce que ça a de l'importance? Ai-je demandé. Camille, ça pourrait affecter mon travail. Je sais. Tu as fait circuler cette vidéo. Je te l'ai envoyée à toi, le reste du monde a géré sa propre curiosité. Tu n'es pas sérieuse. En fait, ai-je dit, je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Elle a fait un petit pas en arrière. Tu ferais vraiment ça à ta propre sœur pour des sentiments blessés? Je l'ai fixé pendant un long moment et ce que j'ai ressenti n'était plus de la rage. La rage est brûlante et épuisante. Cela, c'était plus froid, plus précis. Non, ai-je répondu, je fais ça à la femme qui a passé des années à se construire en me rabaissant, je fais ça à la personne qui pensait que les liens du sang la protégeraient des conséquences. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'avais aucune envie de me laisser attendrir par ça. Les larmes ne sont pas toujours des remords. Parfois, elles ne sont que la panique de quelqu'un qui réalise que le contrôle a quitté la pièce. Je t'en prie, a-t-elle dit, et ce seul mot a presque rendu toute l'humiliation supportable. S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Il était important qu'elle le ressente. Il était important qu'elle comprenne à quel point le monde résonne différemment quand ce n'est pas elle qui donne le ton. Premièrement, ai-je fini par dire, arrête de prétendre que c'est un malentendu. Deuxièmement, si on te pose la question, tu dis la vérité, tu t'es moqué de moi, tu as rejeté mon travail, tu avais tort. Troisièmement, si cela te coûte quelque chose, tu l'assumes. C'est cruel. Non, ai-je rétorqué, la cruauté, c'était de faire de moi un divertissement, ça, c'est juste la facture. Elle a secoué la tête, presque offensée que la réalité elle-même soit devenue gênante. Tu as changé. Non, ai-je dit, j'ai juste arrêté de demander la permission d'exister. Elle a tenté un dernier mouvement. La vieille arme familiale polie par des années d'utilisation. Maman et papa vont être dévastés s'ils découvrent que tu fais ça.
J'ai souri et je pense que cela l'a effrayé plus que la colère ne l'aurait fait. Alors peut-être qu'ils auraient dû dire quelque chose pendant que tu riais. Elle est partie après ça. Pas de grande sortie, pas d'insulte finale, juste une retraite qu'elle était trop fière pour nommer ainsi. Et ce qui est étrange, c'est que ça n'a pas ressemblé à un triomphe. Pas encore. C'était comme le premier versement d'une dette beaucoup plus ancienne, car à ce moment-là, les gens dans cette salle pensaient déjà au-delà de l'admiration. Ils se posaient la seule question qui comptait, le produit était-il disponible ou quelqu'un d'autre allait-il mettre la main dessus avant eux. Les 3 semaines suivantes sont passées si vite qu'elles semblaient à peine réelles. Appel avec les avocats d'affaires, réunions de valorisation, audit de produits, conversations sur le positionnement sur le marché français et européen, analyse concurrentielle, examen des risques, structure d'acquisition. Julien et moi vivions à l'intérieur de documents juridiques, de lignes rouges, de résumés de pitch, de clarifications techniques et d'épuisement. Nous prenions à peine de vrais repas. Nous répondions à peine aux messages normaux. Ma vie s'était rétrécie en un tunnel brutal et exaltant, et au bout de celui-ci se trouvait quelque chose de bien plus grand que la validation. C'était du pouvoir de négociation. Un acheteur voulait les droits de licence. Un autre voulait le contrôle majoritaire tout en me gardant visible comme visage fondateur. Un troisième, plus discret, plus rapide et plus sérieux que les autres, voulait un rachat total avec des primes de maintien en poste. Une expansion stratégique et des conditions qui montraient très clairement qu'ils avaient compris à quel point la première place dans cette catégorie pouvait devenir précieuse. Ils ne voulaient pas seulement le produit, ils voulaient s'assurer que personne d'autre n'y touche avant eux. J'ai réduit la communication familiale au strict minimum. Ma mère a envoyé quelques doux messages sur la guérison. Mon père a laissé un message vocal me disant que le succès devrait rendre humble, message que j'ai écouté 2 fois car l'ironie était trop belle pour ne pas en profiter. Chloé est restée silencieuse pendant plusieurs jours. Puis les rumeurs ont commencé à les atteindre de toute façon. Une newsletter tech a mentionné une invention révolutionnaire dans le domaine des animaux de compagnie qui suscitait l'intérêt d'acheteurs. Mon nom est apparu dans un article de presse spécialisé. Une photo de la démonstration a circulé dans les cercles professionnels en ligne. Puis est venu le deuxième coup dur pour elle. Chloé a été placée sous enquête interne après que la direction de son entreprise a pris connaissance de la vidéo et du fait qu'elle s'était publiquement moquée d'une fondatrice dont le produit menaçait maintenant d'exposer leur propre opportunité manquée. Je n'ai pas eu besoin d'orchestrer personnellement chaque conséquence. Une fois que la vérité entre sur le marché, elle commence à générer du mouvement toute seule. Elle a appelé un soir depuis un numéro inconnu. J'ai répondu parce que le suspense était devenu ennuyeux. Elle n'a pas dit bonjour, elle a juste demandé si je savais qu'elle était suspendue. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise. Suspendue temporairement pour enquête interne d'après ce que j'ai entendu. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je répondu, je trouve ça éducatif. Camille, je pourrais tout perdre. Cette phrase résonne différemment maintenant qu'elle t'appartient. Elle s'est mise à pleurer. Cette fois, ça semblait plus proche de la réalité, moins poli, moins stratégique, plus comme quelqu'un dont l'image de soi s'était fissurée sous la pression. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu, tu en as fait une habitude, c'est juste la première fois que l'addition t'est présentée. 2 jours plus tard, mes parents m'ont invité à dîner. J'ai failli dire non. Puis j'ai réalisé que je voulais voir l'architecture émotionnelle du regret tardif. Je voulais savoir à quoi ressemblaient les remords lorsqu'ils n'arrivaient qu'une fois que les conséquences s'attachaient à quelqu'un à qui ils accordaient encore de la valeur. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant traditionnel parisien que mes parents choisissaient chaque fois qu'ils voulaient jouer l'unité familiale en public. Chloé était déjà là quand je suis arrivé. Pas d'armure hors de prix cette fois. Maquillage minimal, yeux gonflés, épaules rentrées. Elle avait l'air plus petite. Et la vérité la plus laide, c'est que j'ai aimé voir ça. Non pas parce que la souffrance me divertit, mais parce que des années passées à être discrètement rabaissé vous apprennent à apprécier la preuve que votre oppresseur n'a jamais été invincible. Le dîner était guindé, gênant et presque cérémonieux dans son inconfort. Ma mère a essayé de parler le langage de la douleur partagée des 2 côtés. Mon père a demandé si je voulais vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire. Chloé a à peine touché à son assiette. Finalement, elle a levé les yeux et a posé la question qui planait sous la table depuis le début de la soirée, « Est-ce que tu veux que je perde mon travail ?» Le silence a englouti la table.
J'ai pris mon temps avant de répondre. Est-ce que tu voulais que je perde mon rêve? Elle a tressailli si fort que ma mère a pris une grande inspiration. Je n'ai pas réfléchi, a commencé Chloé. Exactement, ai-je dit en la coupant. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi quand tu t'es moqué de moi devant tout le monde. Tu n'as pas réfléchi quand tu as rendu socialement acceptable pour tous les autres de rire. Tu n'as pas réfléchi parce que tu as supposé que j'y survivrais en silence et que mon silence signifiait que tu en avais le droit. Ma mère a prononcé mon nom doucement, comme si c'était moi qui franchissais une limite. Peut-être que je le faisais. Mais une paix fragile construite sur une seule personne qui ravale son humiliation n'est pas la paix. C'est de la simple maintenance. La voix de Chloé s'est brisée pour me demander ce qu'elle devait faire maintenant. Je l'ai regardée longuement avant de répondre que désormais, elle allait vivre dans la version de l'histoire qu'elle avait contribué à écrire. Puis je me suis levé, j'ai posé des billets sur la table pour le repas auquel j'avais à peine touché, et j'ai dit une dernière chose avant de m'éloigner, certaines personnes pensent que la vengeance est bruyante, ça ne l'est pas. Parfois, c'est juste refuser de sauver quelqu'un des conséquences qu'il était prêt à vous infliger en premier. Dehors, l'air parisien était froid et pur. Mon téléphone a vibré juste au moment où j'atteignais le parking. C'était mon avocate. Le plus gros acheteur avait finalisé le montant. Nous avions un accord. Et quand j'ai entendu le chiffre, j'ai ri si soudainement et si fort que j'ai dû m'appuyer contre ma voiture, car ce n'était pas seulement de l'argent qui changeait une vie. C'était le genre de somme qui réécrit l'histoire d'une famille, le genre qui efface silencieusement chaque phrase moqueuse que quiconque a jamais prononcée à votre sujet. Cette nuit-là, je n'ai rien signé. Pas encore. Je voulais avoir l'esprit clair avant de franchir la ligne séparant la fille sous-estimée et la petite sœur moquée de la personne avec laquelle ils seraient tous bientôt forcés de compter. Le rachat a été rendu public un jeudi matin à 8h12. À 8h14, mon téléphone vibrait si fort sur le plan de travail de la cuisine qu'il ressemblait à un animal pris au piège. Le gros titre est tombé exactement de la manière dont le destin aime parfois se manifester quand il se sent théâtral. La fondatrice de l'innovation montante en matière de santé animale sécurise une acquisition de plusieurs millions d'euros dans un accord d'expansion stratégique. Mon nom était là, en gras. Le chiffre était réel. La structure de rétention était solide. Le package d'avantages futurs était meilleur que ce que j'avais espéré. Julien a obtenu son accord et assez d'argent pour disparaître dans n'importe quel projet de son choix pendant des années. J'ai obtenu la liberté, du pouvoir, et ce genre de profonde satisfaction privée qui n'a pas besoin d'être annoncée parce qu'elle vous reprogramme toute seule. Le petit appareil dont ma sœur s'était moquée pendant le dîner venait de devenir l'événement financier le plus important de l'histoire de notre famille, et aucun d'entre eux n'avait le droit de le revendiquer. À 8h20, les messages ont commencé à affluer de la part de membres de la famille qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois. Tellement fier de toi. On a toujours su que tu étais spécial. La famille passe avant tout. C'était presque beau de voir la vitesse de révision de l'histoire. Ma mère a appelé 3 fois. Mon père a envoyé un message disant que nous devions parler en famille immédiatement. Chloé n'a rien dit au début. Puis, à 9h03, la sonnette a retenti une fois. 2 fois. Puis on a tambouriné à la porte. Des coups forts, désespérés, laids, qui faisaient trembler le cadre de la porte de mon appartement. J'ai marché vers l'entrée lentement, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais imaginé ce renversement de situation trop de fois pour le précipiter. À travers la vitre latérale, je les ai vus tous les 3 sur le palier. Ma mère avait l'air paniquée. Mon père avait l'air en colère, de cette manière spécifique qu'ont les hommes impuissants lorsqu'ils sentent l'autorité les quitter. Chloé avait l'air détruite. Les voix ont commencé avant même que je n'ouvre la porte intérieure. Camille, ouvre, nous devons parler, s'il te plaît. J'ai gardé la porte verrouillée et je suis resté là où ils pouvaient me voir, leur demandant de quoi ils voulaient parler. Mon père s'est avancé en premier, m'ordonnant de ne pas faire ça à travers une porte. J'ai souri et demandé pourquoi pas, puisque l'avait fait. Il a eu l'air sincèrement confus. Et c'était la partie la plus révélatrice. C'est ce que font les conséquences. Elles arrivent après que la mémoire a déjà nettoyé la scène du crime. Ma mère a pressé une main contre la vitre en disant « Ma chérie, nous sommes une famille ». Ça n'avait pas l'air d'avoir d'importance quand c'était moi la blague. Chloé a finalement levé les yeux vers les miens et m'a supplié de la laisser s'expliquer. « Tu as eu des années pour t'expliquer » ai-je répondu,
et la plupart du temps, tu as choisi le sourire narquois. Elle a craqué après ça. Pas avec grâce. Pas comme dans un film. Elle a juste commencé à pleurer sur mon palier en plein jour, les épaules tremblantes, le visage se décomposant. J'ai perdu mon travail, a-t-elle dit, ils m'ont licencié ce matin, après l'article, après l'enquête, après tout ça. Ils ont dit que j'avais nui à ma crédibilité et à l'image de l'entreprise, et je sais que je mérite une partie de tout ça, d'accord? Je sais que j'ai été horrible, mais je t'en prie, ne me rejette pas comme ça. Ma mère s'est mise à pleurer elle aussi, parce que certaines personnes entendent le mot responsabilité et le confondent avec de la cruauté chaque fois que quelqu'un qu'ils aiment est enfin forcé de ressentir ce qu'il a causé. Mon père a essayé une autre tactique. Personne ne te demande de l'argent, a-t-il dit beaucoup trop vite, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous voulons juste arranger les choses. Vraiment? Ai-je demandé. Où est-ce que le chiffre dans l'article m'a soudainement rendu digne d'être écouté? Le silence est tombé. Un silence long, net, indéniable. Puis Chloé a chuchoté la vraie raison de leur présence, j'ai besoin de ton aide. On y était. Ni amour, ni culpabilité. Le besoin. Le besoin est souvent plus honnête que ne l'est jamais le langage familial. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité verrouillée entre nous. Assez proche pour que chaque respiration soit entendue. Assez loin pour que la frontière reste visible. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez tous arrêter de réécrire l'histoire. Personne n'a toujours cru en moi. Personne ne m'a soutenu en secret. Personne n'a ri par amour. Vous avez ri parce que vous pensiez que vous pouviez m'ignorer sans risque. Deuxièmement, je ne suis pas responsable de réparer ce que votre arrogance a brisé. Troisièmement, si jamais je choisis d'aider, ce sera parce que je le décide, et non parce que la panique, les liens du sang ou la culpabilité vous ont traîné sur mon palier après la publication des chiffres. Ma mère a chuchoté mon nom en me suppliant. Mais je ne la regardais pas. Je ne regardais que Chloé. Elle savait que ce moment nous appartenait. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête à travers ses larmes. Dis-le. Elle a fermé les yeux. J'ai dit que ton gadget était une blague. J'ai dit que personne ne l'achèterait. J'ai dit que tu devais t'en tenir à ton CDI. Plus fort. Elle l'a répété. Mon père avait l'air horrifié. Bien. Qu'il entende clairement le mépris qu'il avait autrefois laissé passer pour des taquineries familiales. Et avais-tu raison? Ai-je demandé. Non, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répété, tu as été arrogante, et maintenant tu te tiens à la porte de la femme que tu as essayé d'enterrer, en demandant si elle te laissera revenir dans un monde dont tu t'es moqué. J'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu les humilier davantage. J'aurais pu tout enregistrer et publier ce renversement de situation en ligne pour le plus grand plaisir des inconnus. Pendant une sombre seconde, j'en ai eu envie. Au lieu de cela, j'ai choisi quelque chose de plus froid et de plus net. Rentrez chez vous, ai-je dit. Vous tous. J'ai besoin de temps, et si jamais j'ouvre à nouveau cette porte pour la famille, ce sera parce que vous aurez appris à vous présenter avant l'argent, pas après. Chloé a commencé à prononcer mon nom, mais j'ai fermé la porte avant que le reste ne puisse sortir. Puis je me suis éloigné pendant qu'ils étaient encore plantés là. Non pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que les fins sont importantes. Et certaines portes ne deviennent puissantes que lorsque vous êtes enfin celle qui choisit de ne pas les ouvrir. Plus tard cet après-midi-là, je me suis tenu dans ma cuisine dans un silence total et j'ai regardé le plan de travail où ce premier prototype avait autrefois reposé sous un torchon blanc. Même appartement, même plan de travail, même main. Techniquement la même femme, mais pas vraiment. La femme dont il s'était moqué voulait encore de la compréhension. La femme que j'étais devenue préférait la clarté. Les rêves ne sont pas des blagues. Pas quand ils coûtent du sommeil, de l'obsession, de l'humiliation, de l'argent, de la solitude et des morceaux de votre vie que personne d'autre n'aurait sacrifiés. Et quand les personnes les plus proches de vous décident de se moquer de ce que vous construisez, laissez-les faire, laissez-les rire au début. Laissez-les parler avec insouciance. Laissez-les prendre votre silence pour de la faiblesse et votre patience pour une capitulation. Parce qu'il n'y a pas de son plus satisfaisant que les poings de ceux qui doutaient tambourinant à votre porte une fois que les chiffres sont rendus publics,
réalisant trop tard que la personne dont ils se sont moqués est maintenant celle qui décide s'ils auront le droit d'entrer ou non. L'équipe derrière Revenge Argon s'engage à créer des histoires significatives et captivantes qui divertissent tout en offrant de profondes leçons de vie. Nous tenons à préciser que chaque histoire sur cette chaîne est fictive, créée pour partager des messages éducatifs et des réflexions précieuses avec nos spectateurs. Camille a géré la situation avec force, patience et respect d'elle-même, choisissant de laisser son succès parler plus fort que l'humiliation qu'elle avait endurée. Sa réaction montre que la croissance personnelle et la détermination peuvent être bien plus puissantes que la colère seule.